Comment ça va? Nous commençons avec des informations et le week-end commence, la fin du week-end, n'est-ce pas? Intense, écoutez, eh bien, le Southcom, vous savez, mène encore une fois les mêmes opérations qu'il a déjà vantées à d'autres occasions. Cette fois-ci, eh bien, aujourd'hui, le 26 avril, le général Francis Donovan, de la force opérationnelle conjointe Lance du Sud. C'est ainsi que s'appelle l'opération. Il aurait mené une opération contre ce qu'ils appellent des terroristes ou des organisations terroristes désignées. Les renseignements ont confirmé que le navire empruntait des routes connues. Cela dans le Pacifique oriental, selon les rapports. Une autre image également aujourd'hui, eh bien c'est cette image. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Par là. Ici, nous voyons l'US Nimitz qui se trouve au large de la ville de Punta Arenas, au Chili. Au fait, un énorme salut à la communauté chilienne. Merci beaucoup de nous accompagner. Et recommandez-nous là-bas. Que se passe-t-il? Avant, c'était l'une des 3 premières communautés. Maintenant, elle est autour de la 5e place. Voilà le commentaire. Un autre sujet attire aussi l'attention. Ça, eh bien, il faut l'écouter, non? Écoutons. Ils assurent que ce n'est pas celui-là, mais celle-là. D'après les rapports, l'Ukraine connaîtrait donc des explosions à différents endroits. Exactement, à différents endroits. En ce moment, il y a des attaques et l'Ukraine frappe très fort sur la raffinerie ces derniers jours. Il y a des attaques et contre-attaques des deux côtés. La situation est vraiment impressionnante, mais aussi ce qui attire l'attention aujourd'hui, c'est cette image d'une tempête solaire. Eh bien, c'est une autre tempête solaire qui s'ajoute à celle de ces derniers jours, où nous en avons déjà eu une de classe X 2,5, une tempête solaire assez intense. Quelle est l'intensité de la tempête solaire cette fois-ci? Si tu peux vérifier par là. Et là. Et ensuite, je dis pour donner le dernier point sur comment serait la tempête solaire ou de quelle activité il s'agit, parce qu'on ne peut pas vraiment voir. C'est en haut. Oui, on ne voit pas. Celle-ci fait de classe M 6,0. Eh bien, c'est aussi une tempête solaire, mais pas aussi forte que celle de l'autre jour. Un autre point intéressant, c'est cette image. Voici encore une fois l'activité solaire. Cette fois-ci, elle est assez intense à ce stade. La précédente tempête solaire devrait d'ailleurs être en train d'arriver, et cette fois-ci, eh bien, une autre encore plus visible, qui normalement met 1 à 2 jours pour atteindre la Terre, provoquant évidemment des perturbations dans les centrales électriques. Aux signaux radio et aux réseaux électriques, vous savez déjà comment ça se passe. Pendant ce temps, un autre navire également cette fois-ci. Eh bien, le Japon, ce que nous avons montré il y a un moment, nous avons montré ce pétrolier des États-Unis, enfin, plutôt du pétrole des États-Unis envoyé vers le Japon par le canal de Panama. Un sujet que nous avons déjà vu cet après-midi. Allons-y donc avec les informations, avec ce qui se passe dans le monde. Un grand merci à toute la communauté qui nous regarde en direct. Allez mettre un like, partager la vidéo. Un grand merci de nous accompagner et à la communauté qui souhaite nous soutenir. Vous pouvez le faire via un super chat, en vous abonnant, en mettant un like. Vous savez déjà comment vous pouvez aider cette chaîne d'information. Où en sont les choses, ce qui se passe par là. Eh bien, je salue Arturo Martinez et aussi Nina qui subissent beaucoup de tempêtes et de chaleur. Oui, la chaleur a déjà commencé, maintenant oui, donc il faut s'adapter à nouveau. Oui, il faut commencer à se préparer, non? Et bon, dans ce qu'on observe en ce moment, on va mettre la carte correctement parce qu'elle est... Je crois qu'elle est à l'envers. Voilà, là c'est parfait. Et bon, eh bien il faut qu'on se dirige vers l'Iran, non? Je pense que c'est l'une des zones avec le plus d'actualité aujourd'hui. Mais avant cela, montrons comment va le pétrole, comment le pétrole a ouvert en Asie. Parce que, eh bien, il a déjà commencé à monter, il a commencé à bouger. Voici le graphique, celui que vous voyez juste ici en haut. Il a commencé très haut, il est monté jusqu'à presque 107, frôlant les 108 regards. Là, 107,8. Mais en ce moment, il est presque au même prix qu'à la clôture de vendredi. Vendredi, il a clôturé à 106, maintenant il est à 106,5. C'est presque rien. Il n'y a pas beaucoup de variations. Heureusement, ce sujet, du moins pour l'instant, ne s'envole pas comme ça aurait pu être le cas, après tout ce qui s'est passé ce week-end. Donc, bon. Pour ceux qui n'ont pas vraiment suivi l'actualité, ce week-end, il y a eu des négociations qui ne se sont pas faites dans les règles. L'attaque d'hier peut aussi avoir des conséquences, bien sûr. Bien sûr, oui, l'attaque d'hier a été terrible.
Dans le manifeste que cette personne a publié, il s'appelle Colin. Dans le manifeste, remarquez que ça va être quelque chose qui sera, je pense, historique dans le sens où, paradoxalement, le manifeste contenait aussi une série de critiques envers le Secret Service. Il signale tous les points faibles. Oui, regardez, dans ces étages, il n'y avait pas de caméra. Dans ces endroits, il n'y avait même pas de gens pour surveiller et ainsi de suite. Il met toutes les informations en disant qu'il espère que cela ne se reproduira pas à l'avenir quand il y aura d'autres présidents, en disant de faire attention à la sécurité. Il le dit lui-même. Si j'étais un agent iranien et que j'apportais un autre type d'arme, évidemment cela provoquerait une situation terrible. Non, c'est-à-dire, il dit lui-même ce qui aurait pu se passer si ça avait été un autre personnage, si les circonstances avaient été différentes. Bon, il souligne beaucoup de choses. Beaucoup de choses, et certains commentaires du gouvernement ne me paraissent pas très clairs dans ce manifeste que j'ai vu. Je ne sais pas si un texte plus développé existe, car la famille a envoyé un texte plus long. Pour moi, je ne vois pas de critique anti-chrétienne. Jusqu'à présent, je remercie l'Église. Enfin, il remercie. Bon, oui, il critique l'idée de tendre l'autre joue et de ne rien faire, de laisser tout le monde faire ce qu'il veut. Exactement, mais non, je n'ai pas vu Aucune critique. chrétienne à aucun moment. C'est un bon point ce que tu dis. Et puis, il y a un autre sujet qu'ils ont voulu polariser, non ? Dans ce sens, utiliser le sujet pour polariser davantage ou vouloir aborder des questions religieuses. Voyons en détail la situation en Iran. Aujourd'hui, il a parlé avec Oman, ce qui retient l'attention et me semble l'un des points les plus intéressants. L'Iran se rapproche d'Oman. Oman se rapproche d'abord de la Russie, puis visite des pays voisins et ensuite voyage à Islamabad. Et puis il part, voyage en Russie, puis va à Oman, et maintenant il retourne encore une fois en Russie. Nous savons qu'Abbas Araghachi fait une tournée impressionnante, donc j'imagine qu'il essaie de former une alliance, d'établir un certain type de dialogue, non seulement avec la Russie, mais aussi avec Oman. Et Oman serait impliqué, en ayant un dialogue par l'intermédiaire d'Oman avec tous les pays du Golfe. C'est un sujet qui, j'imagine, déclenche des alertes aux États-Unis. Parce qu'évidemment, il pourrait déjà être en train de contourner les États-Unis et dire « Allons dialoguer pour que cela s'arrête une bonne fois pour toutes et trouvons un accord pour que tout cela se termine et que le détroit soit rouvert. » Exactement. Eh bien, comme le disait Abbas Araghachi, enfin Pépé, Abbas Araghachi était à Oman, où ils ont discuté justement de la possibilité d'ouvrir le détroit d'Ormuz, de mettre fin à la guerre, un sujet qui a énormément affecté les pays du Golfe parce qu'ils ne peuvent pas exporter leur pétrole. Heureusement, certains pays comme l'Arabie Saoudite disposent de pipelines, mais si jamais celui de la mer Rouge venait à être fermé, ce n'est plus la même chose. C'est l'autre. Oui, cela met complètement en difficulté les pays qui dépendent à environ 90% de leurs revenus du pétrole. Donc nous avons deux détroits, l'un qui mène au canal de Suez, l'autre qui donne accès, et si l'un d'eux ferme, cela coupe le robinet du pétrole, du gaz, de l'hélium, de l'aluminium, entre autres choses, des engrais, beaucoup de choses. Donc face à cela, un dialogue est en cours. Évidemment, dans ce dialogue, la Chine est également impliquée. Dans ce dialogue, l'Europe est également impliquée. Attention à cela, mais de manière indépendante, pas par l'intermédiaire des États-Unis. Et cela attire aussi l'attention aujourd'hui. Un autre point qui attire l'attention dans tout cela, c'est que l'Iran ne serait plus disposé à négocier sur la question nucléaire. D'après les rapports, les discussions ne porteront plus sur quoi que ce soit en lien avec la question nucléaire. C'est ce qu'ils ont mis sur la table. On discute de tout sauf du sujet nucléaire. De plus, ce qui est prévu, c'est que désormais, à l'avenir, la question nucléaire ne soit plus jamais abordée. Eh bien, le sujet, c'est la promesse ou ce qu'on vient tout juste d'apporter au Pakistan il y a quelques heures. Nous ouvrons le détroit d'Ormuz de façon permanente et vous reportez les négociations nucléaires à une étape ultérieure. Il ne précise pas quand, mais ce serait après la fin de la guerre. Eh bien, c'est une proposition, je dirais, assez tentante, mais en même temps, cela n'aide pas Trump parce que depuis le premier jour, son discours a toujours été le même. L'Iran ne peut pas avoir d'armes nucléaires, sans même parler du fait qu'au final, il a quitté un traité qu'Obama avait mis en place pour contrôler les armes nucléaires, et lui... Il souhaite revenir à quelque chose de similaire. Quelque chose de similaire, et il va devoir donner beaucoup d'argent s'il voulait vraiment obtenir quelque chose de semblable à ce qu'Obama avait fait, ce que je ne pense pas qu'il réussira. Eh bien, le problème, c'est que les blocages seraient levés, la stagnation du pétrole dans le monde prendrait fin,
mais ce serait complètement suspendu. Eh bien, du moins, d'après eux, après la guerre, la question du nucléaire serait abordée et ils suspendraient l'enrichissement. Ils disent que ce sont deux objectifs militaires. C'est important pour Trump. Bien sûr, on sait déjà que demain, selon 3 responsables américains, Trump va avoir une réunion dans la salle de crise sur la question de l'Iran lundi avec l'équipe principale de sécurité nationale et de politique étrangère. Bon, voilà pour cette affaire. Passons à d'autres sujets. Allons à d'autres questions également importantes. Bonjour, bonjour, bonjour. Vous m'entendez bien? Vous entendez bien? Bonjour, bonjour. Bonjour, super. J'espère que oui. Passons à d'autres. Passons à d'autres sujets. Bonjour, bonjour, bonjour. Ok, ok, ok. Là, vous m'entendez, n'est-ce pas? Oui, parfait. Maintenant, attends un instant. Attends, je règle le son. Bonjour. Bonjour, 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 je m'entends bien. Oh non, je ne sais pas. Bonjour, voilà. Là. Là? Allô, allô? Bonjour, 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 bonjour. Comme ça, en parlant? Bonjour, 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 bonjour. Bonjour. Et tu t'entends? Oui. Oui, je m'entends, mais plus maintenant. Il y en a un peu. Bonjour. Bonjour, bonjour, d'accord. Ils vont s'occuper des écouteurs. D'accord, allons-y. Passons à l'information et à d'autres sujets importants de la région. Un responsable iranien de l'énergie, le responsable, le dirigeant, disons, ou la personne en charge, je ne sais pas s'il l'appelle secrétaire, ministre, mais la personne en charge de l'énergie, appelé Ismail Zagaf. Esfahani a répondu après que Donald Trump ait parlé des puits de pétrole. Donald Trump affirmait que les puits de pétrole auraient explosé. D'accord. Et que tout simplement, ils ne fonctionnaient plus. Mais le fonctionnaire intervient et dit que si leur infrastructure était affectée, cela les pousserait à réagir et à attaquer les puits de pétrole de la région. Il dit « Pour chaque puits de pétrole qu'ils endommagent, nous en endommagerons 4 chez eux. » Vous voyez le genre? Vous savez déjà comment est la rhétorique des ayatollahs, disons, ou du régime, n'est-ce pas? La rhétorique des ayatollahs reste intense. En plus, il y a un conflit, une guerre, et au final, cela fait que les commentaires montent automatiquement à des niveaux parfois exagérés. Quelques minutes à peine après l'effondrement des discussions, Téhéran a remis à Washington des termes qui garantiraient soi-disant 0 conséquence pour de futures agressions. Ils remettraient le contrôle effectif du détroit d'Ormuz et vont légitimer l'enrichissement de l'uranium tout en promettant de ne pas fabriquer d'armes. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Ils devraient en trouver un point d'accord pour que l'AIEA ou un autre organisme indépendant puisse être là pour contrôler. C'est-à-dire, disons, ce serait entre des ingénieurs du monde entier, d'Asie, d'Europe, même d'Amérique, des ingénieurs nucléaires qui pourraient aller inspecter n'importe quel endroit en Iran afin de vérifier qu'il n'y ait pas d'enrichissement. Ils promettent que, selon les experts dans ce domaine, en ce moment ce serait très... La question, ils devraient... Fácil crear una arma nuclear si quisieran en un espacio muy pequeño, imposible de detectar, punto. O sea que... Le dire. La van a hacer, básicamente. Esa es, digamos, la... Des ingénieurs pourraient aller vérifier qu'il n'y ait pas d'enrichissement. Un país que pues al menos, o con un régimen, más que un país, con un régimen que pues a todas luces va a hacer lo que le dé la gana. O sea, vamos, que no... Lo que se negocie, yo creo, en ambos lados difícilmente se va a cumplir, ¿verdad? Pero bueno. Ils promettent de ne pas... Cualquier negociación ahorita suena... Ils auraient à dire le monde, l'Europe, des ingénieurs nucléaires qui pourraient aller inspecter l'Iran. Nous poursuivons avec l'Iran car d'autres sujets importants y sont abordés. Le Britannique Starmer et le président Trump discutent déjà de la nécessité urgente de rétablir. La question serait de faire accepter que le Royaume-Uni ne va plus être, disons, aussi passif. Concernant l'Amérique,
il pourrait revoir certains commentaires qui ont été faits, notamment le fait qu'aujourd'hui une base militaire du Royaume-Uni soit renforcée, alors qu'ils promettent de ne pas fabriquer et que l'organisme surveille, disons des ingénieurs, pourraient aller inspecter l'Iran pour vérifier leur enrichissement. Exactement, ils ont déjà eu une conversation et aujourd'hui ils promettent d'accepter cela. Et en vérifiant, c'est-à-dire dans le monde, depuis l'Amérique, des ingénieurs nucléaires pourraient aller inspecter. En el resumen de la llamada es que discutieron de la necesidad urgente de reactivar el transporte marítimo del estrecho de Hormuz. Vérifier leur enrichissement. Pendant ce temps, La economía mundial, por ejemplo, un ejemplo así en corto plazo, lo que es la tubería de PVC, le comentaba Pepe. Sí. ils devraient accepter que l'organisme soit en train de vérifier, c'est-à-dire des ingénieurs du monde entier, d'Europe, des ingénieurs nucléaires qui Y Ah. el costo también de vidas de personas en el Reino Unido y en todo el mundo, es lo que comenta. passons à leur communiquer. Super intéressant. Vraiment, c'est-à-dire le commandement central des États-Unis aurait aussi intercepté cela dans la mer d'Arabie. Allons ici dans cette zone, c'est la mer d'Arabie, ce n'est plus dans le golfe d'Oman, mais dans cette zone. Ce n'est pas clair exactement où, mais bon, dans la mer d'Arabie. Ils interceptent, selon les rapports, un navire iranien appelé Seban, qui appartient à la flotte parallèle ou flotte fantôme, d'après ce qu'indique le CENTCOM. Qu'ont-ils dit? Comment ça va? Comment allez-vous? Eh bien, selon le rapport, un hélicoptère de la marine américaine a intercepté le navire, qui s'appelle Seban, avec l'aide de destroyers lance-missiles, dont l'un s'appelle l'US Pygmy, et il a ajouté que le navire suivait les ordres militaires. Il faut rappeler qu'aux États-Unis, Donald Trump a donné l'ordre d'arrêter tous les navires dans le golfe d'Oman. Apparemment, c'est ce qu'a dit Trump. Il ne l'a pas dit, pas soi-disant. Selon Pete Hegseth, vendredi, attaquer tous les bateaux ou tirer pour tuer dans cette zone. Il suit les ordres militaires. Comme je vous le disais, le département du Trésor a également sanctionné le navire Seban depuis le 24 avril, ainsi que 18 autres navires pour avoir transporté des produits pétroliers et gaziers iraniens vers le marché étranger. Très bien, passons à d'autres sujets également importants. Près de là, mais en Israël, le décès d'un soldat dans le sud du Liban a été confirmé après l'attaque de drones lancée par Hezbollah. Ce sont des images que nous n'avons pas voulu montrer. Elles circulaient au moment où cette attaque par drone a eu lieu. C'est un sujet aussi terrible. Selon les rapports, Idan Fuchs, âgé de 19 ans, originaire de Petah Tikva, est décédé ce dimanche après l'impact d'un drone chargé d'explosifs contre un char appelé Merkava. Eh bien, selon les rapports, il était stationné sur la place de la localité à Taïbeb, dans le sud du Liban. Les forces de défense, la FDI, ont confirmé dans le communiqué que 6 autres militaires ont également été blessés. Il y a également eu une attaque contre un hélicoptère qui était en train de décoller. L'image a également circulé. L'hélicoptère est donc déjà en marche, c'est-à-dire qu'il était déjà, j'imagine, peut-être même déjà un peu décollé, mais ils étaient en train de faire monter des blessés. Et à ce moment-là, on voit qu'un drone du Hezbollah arrive depuis les airs et explose juste à côté de l'hélicoptère. Et à ce moment-là, l'hélicoptère s'élève pour s'échapper de la zone. Pendant ce temps, toutes les troupes de la FDI qui étaient au sol se réfugient immédiatement tout en attaquant aussi. Eh bien, une situation donc. Une situation très grave qui s'est produite, qui est en train de se produire parce qu'il n'y a pas de cessez-le-feu. C'est-à-dire que le cessez-le-feu est entre l'Iran et les États-Unis, mais entre le Hezbollah et Israël, il n'y a pas de cessez-le-feu, n'est-ce pas? Il y en a un officiellement, mais en réalité, cette situation n'est pas respectée. Un autre sujet qui attire l'attention, c'est qu'il y a le retour de l'Iran, et cela ressort encore plus. Surtout si le président iranien remet en question. Aujourd'hui, dimanche, l'engagement des États-Unis sur le plan diplomatique, c'est-à-dire, comme le dit Massoud Pezeshkian, eh bien oui. D'accord, c'est très bien, on va négocier, mais comment négocier quand les accords sont constamment violés ou qu'on dit qu'il va se passer ceci, et qu'ensuite, au dernier moment, ce n'est pas respecté? Non, je pense que des deux côtés, sincèrement, c'est comme ça, une constante volonté de gagner du terrain. Et en réalité, négocier, c'est comme la dernière option, non? En vérité, c'est comme ça. Bon, ça a toujours été ainsi. Et il dit
Le dirigeant iranien a fait cette déclaration lors d'une conversation téléphonique avec le Premier ministre du Pakistan, Shehbaz Sharif, qu'il a remercié pour son soutien lors des discussions. Mais il a critiqué le fait qu'il n'y ait pas vraiment d'intention diplomatique de la part de l'autre côté. Oui, il a aussi été beaucoup critiqué, pas seulement par l'Iran, qui ne respecte pas non plus grand-chose. La question de la rhétorique, la façon dont Trump s'exprime dans ses tweets sur Truth Social est très agressive et souvent, alors que les négociations avancent, il publie des tweets très virulents et cela touche aussi beaucoup l'orgueil des Iraniens. Ils font aussi souvent des commentaires agressifs, mais rien de plus. C'est-à-dire, tu dis ok, ce qu'il demande, c'est que Trump, en tant que président, ne se modère pas, ou tu comprends que, en étant secrétaire de la guerre, il puisse se montrer virulent, comme le fait aussi le chef de la garde révolutionnaire, ou d'autres personnages de meilleur, de moindre niveau, mais plus. Il ne fait habituellement pas de commentaires agressifs. C'est pourquoi il demande à Trump de modérer sa rhétorique. Sinon, c'est difficile de négocier, parce que eux aussi, même s'ils veulent négocier, ils subissent la pression interne de dire de ne pas négocier. Parce que regarde ce que Trump dit littéralement, comme quand il disait qu'il voulait détruire toute une civilisation entière. Ce genre de rhétorique, évidemment, est pris très au sérieux dans ce sens-là. Notez qu'une alliance différente se forme en attendant. Ceci est une alliance, en tout cas, vers la possibilité de former une alliance, mais politique, à l'intérieur d'Israël. Ce n'est pas ce qui se passe. Mais les deux ennemis jurés de ce Benyamin Netanyahou s'unissent pour le destituer, n'est-ce pas? Le chef de l'opposition israélienne, Yair Lapid, et l'ancien Premier ministre Naftali Bennett se sont présentés ensemble ce dimanche. C'est un nouveau parti qui s'appelle Ensemble, un parti issu de la fusion de leurs formations de centre et de centre droit respectivement, qui vise à évincer Benyamin Netanyahou lors des élections générales de cet automne. Il y a encore la question, en plus du procès que Netanyahou a en cours pour des affaires de corruption, une affaire qui le poursuit depuis de nombreuses années. Et donc, à la tête de ce nouveau parti, ce sera Bennett, qui est le candidat préféré selon les sondages, et qui, oui, rend Netanyahou nerveux. Et d'autre part, Netanyahou a ordonné ce qu'il appelle le démantèlement du groupe terroriste Hezbollah, un autre ordre qu'il a donné. Cela fait plusieurs fois qu'il demande le démantèlement de ce groupe, mais évidemment, cela est encore loin d'être réalisé. Oui, ils l'ont frappé plusieurs fois, très fort, mais il est frappant de constater que malgré cela, ce groupe continue d'opérer. Il y a aussi une autre question dans cette situation. Il révèle comment Israël aurait fourni, disons, une partie du système de dômes de fer qu'ont les Israéliens et l'a envoyé aux Émirats arabes unis. C'est très intéressant parce que Israël soutient un pays du Golfe avec un système de défense. Maintenant, il est révélé qu'Israël a envoyé aux Émirats arabes unis non seulement le système, mais aussi des troupes de Tsahal aux Émirats arabes unis. Cela attire l'attention et change la donne. La façon dont on voit ces opérations où les pays du Golfe semblaient ne pas recevoir d'aide d'Israël, mais au moins pour les Émirats arabes unis, on sait maintenant qu'ils auraient bien reçu cette aide. Cela révèle exactement... Non, il faut rappeler que les Émirats arabes unis ont été le pays le plus touché de tous les pays du Golfe, ce qui a montré la colère de leurs dirigeants. En fait, ils ont donné le pourcentage des attaques, la majorité ayant été dirigée contre eux. De plus, c'est un pays qui apparemment n'a pas fait pression sur les États-Unis. Pas comme l'Arabie Saoudite. Alors disons que, bien sûr, oui, ils devraient être protégés. Eh bien voilà, c'est aussi un sujet intéressant dans tout ça. Et ils affirment en ce moment même qu'en raison de tout ce conflit, les exportations de pétrole ont augmenté, qu'ils seraient déjà à une limite maximale ou l'atteindraient dans bientôt. Il reste beaucoup à faire pour l'approvisionnement. C'est-à-dire, disons qu'au moins pour l'instant, les États-Unis ne pourraient pas fournir la quantité de pétrole qui provenait du Moyen-Orient. Mais au moins, certains pays comme le Japon pourraient leur envoyer du pétrole. Le stockage de pétrole du Moyen-Orient stimulerait les exportations des États-Unis, mais il y a évidemment aussi des limites à ne pas dépasser. Sinon, les États-Unis se retrouveraient sans pétrole. Bien sûr, ils estiment plus ou moins que le maximum serait d'environ 5,5 millions de barils par jour à cause des difficultés logistiques. Mais selon Winston S. Daily Analytics, ils prévoient une limite maximale flexible
entre 1 et 2 millions de barils d'exportation supplémentaires de brut, mais ils soulignent aussi qu'il y a de nombreux obstacles. C'est-à-dire que oui, en ce moment, ils vendent beaucoup, mais ils ne peuvent pas vendre énormément plus. Ils ne peuvent pas approvisionner le monde entier parce qu'ils ne peuvent pas non plus produire autant. D'un autre côté, pour changer de sujet, la Chine condamne déjà l'inclusion d'entités chinoises dans les paquets de sanctions de l'Union européenne contre la Russie. Ils n'aiment pas du tout ce sujet des sanctions et, évidemment, ils réagissent déjà. Le ministère du Commerce chinois a exprimé ce week-end son opposition à l'inclusion d'entités chinoises dans la 20e série de sanctions de l'Union européenne contre la Russie. Ils n'ont donc pas apprécié la réaction de l'Europe. Ils demandent à être écartés, c'est-à-dire à ne pas être inclus dans ces sanctions, car cela affecte évidemment les affaires chinoises. Exactement. Le paquet de sanctions imposées par l'Union européenne vise des fournisseurs de pays tiers d'articles critiques de haute technologie, y compris évidemment des entités basées en Chine. Ils sont accusés de fournir des biens à double usage, par exemple un micro-ondes dont une certaine pièce peut être utilisée pour un missile, ou encore des systèmes d'armes du complexe militaro-industriel à la Russie. C'est une sanction visant la Russie, mais qui touche aussi la Chine. Voici le problème. L'Europe et l'Asie contribuent aussi à la hausse des dépenses militaires mondiales. En ce moment, l'investissement américain est en baisse. Bien sûr, ils investissent une somme impressionnante, mais les États-Unis ont une tendance à la baisse, tandis que l'Europe et l'Asie en général, le Japon, la Corée et la Chine elle-même, eh bien, ils stimulent des dépenses militaires qui sont en augmentation. Les dépenses militaires mondiales ont augmenté de près de 3%. En termes réels, l'année dernière et la tendance pour 2026 est à peu près la même. Autrement dit, ils augmentent les dépenses militaires. Et ce chiffre est bien rien que pour cela. À ce moment-là, c'est-à-dire en 2025, il atteindrait déjà 2 890 000 milliards de dollars. C'est un niveau qui serait le plus élevé depuis 2009, et ils pensent que cela va être une tendance qui va durer plusieurs années. On va investir énormément d'argent dans le domaine des armes. C'est la plus forte augmentation en Europe depuis la guerre froide. On n'avait pas vu une hausse de cette ampleur, et cette année c'est pareil. Oui, en Amérique du Sud, ça a aussi augmenté, mais ça continue en Amérique centrale. C'est intéressant aussi. Et bon, un autre sujet qui attire également l'attention sur ce qui se passe dans le monde. Il y a eu, disons, une explosion, une attaque au cours de laquelle 13 personnes auraient été tuées, selon ce que rapporte la police de Colombie. Pas une explosion. Eh bien, ils vivent une situation difficile. La Colombie, en ce moment, au moins 13 personnes sont décédées, 17 blessées dans une attaque à l'explosif dans l'ouest de la Colombie. Exactement. Depuis vendredi soir, ils subissent des attaques très violentes. Cette attaque en particulier a eu lieu à un endroit appelé la route panaméricaine, dans la zone El Tunel, dans la municipalité de Cajibio, à environ 35 km de Popayan, la capitale de la province de Cauca. C'est ce que rapportent les autorités. Et il y a des images très choquantes que nous ne pouvons pas diffuser ici, mais bon. La candidate à la présidence, qui s'appelle Paloma Valencia, membre d'un parti d'opposition et originaire du Cauca, a qualifié cela de terrorisme. L'attaque a été perpétrée d'ailleurs par la faction dissidente des FARC, qui en fait a rejeté l'accord de paix conclu en 2016. Cela fait déjà longtemps, en vérité, eh bien... Je pense que ce problème va enfin se terminer. Exactement. Et un grand salut, au fait, à la communauté qui nous regarde depuis la Colombie. Je voudrais leur dire que nous sommes toujours attentifs à ce qui se passe dans leur pays, et bien sûr, nous essayons d'être attentifs à tout ce qui se passe en Amérique latine. Au final, c'est une chaîne d'information internationale, et ce que nous essayons surtout d'observer, c'est ce qui se passe dans les différents pays, afin d'avoir une vision aussi complète que possible. On voit que depuis un certain temps, ces petits groupes existent déjà et qu'ils commencent à vouloir, disons, renaître pour ainsi dire, avec des opérations déjà au niveau de la guérilla, n'est-ce pas? Un sujet vraiment très regrettable. Un autre sujet qui attire aussi l'attention au milieu de toutes ces tensions, c'est ce qui se passe entre la Russie et les États-Unis, où Donald Trump parle avec Vladimir Poutine, un sujet qui attire également l'attention. Cela faisait un moment qu'ils ne s'étaient pas appelés au téléphone. Cela faisait un moment, en fait, qu'il n'avait pas parlé de l'Ukraine. Il ne veut pas parler de l'Ukraine. Cela le dérange beaucoup. Et le président des États-Unis, Donald Trump, a déclaré aujourd'hui, lors d'une interview accordée à Fox,
qu'il a eu une bonne conversation avec le président Vladimir Poutine et avec le président de l'Ukraine, avec Zelensky. Eh bien, en cherchant à résoudre cette guerre qui approche de sa 5e année en février, elle termine sa 4e année. Il a déclaré qu'il travaillait sur la situation entre la Russie et l'Ukraine, espérant réussir, puis a répété ses propos habituels sur les deux pays. Il y a de très mauvaises ondes entre eux, ils se détestent et, eh bien, il est très difficile de parvenir à un accord quand les deux parties sont, eh bien, aussi en colère, n'est-ce pas? Eh bien, il doit s'y connaître sur le sujet. Après tout, c'est la même chose entre les États-Unis et l'Iran, en gros. Eh bien, c'est aussi une situation de haine et de colère qui dure depuis longtemps, et cette fois-ci, la différence ici, c'est qu'il y a beaucoup de pays impliqués. Dans le cas de l'Ukraine et dans le cas de l'Iran, eh bien, en gros, il y en a 3, non? Ceux qui sont impliqués, disons, dans le conflit direct, même si aussi, eh bien, le Golfe, les pays du Golfe, eh bien, ils sont impliqués de manière, disons, indirecte, du moins pour l'instant. Maintenant, une autre zone qui s'est beaucoup compliquée aujourd'hui, c'est le Mali. Nous allons en parler tout de suite, c'est tout. Eh bien, pour vous dire que l'état-major affirme en Ukraine que des drones ukrainiens ont attaqué la raffinerie de pétrole russe de Yaroslav. Nous avons déjà montré l'image, nous avons déjà commenté certains détails lors de la dernière émission, mais ce qui attire mon attention, c'est que l'état-major fasse aussi maintenant ce commentaire. Exactement, l'état-major russe commente et indique qu'il évalue encore d'éventuels dégâts majeurs. Ils disent que la raffinerie de pétrole de Yaroslav est une entreprise d'importance stratégique et une installation clé dans l'industrie russe du raffinage du pétrole. Ces installations ont une capacité de raffiner environ 15 millions de tonnes de pétrole brut par an et, eh bien, le gouverneur de la région, qui s'appelle Mikhail Yervarev, a souligné que la menace d'attaque de drones est permanente dans cette zone. On remarque également un message diffusé par le Mali. Voyons ce qu'il dit. Bonjour et bienvenue. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale que des groupes armés terroristes, encore non identifiés, ont attaqué à l'aube de ce 25 avril 2026 certains points et casernes de la capitale et de l'intérieur du pays. Les combats sont en cours. Nous appelons la population à garder son calme et à rester vigilante. Nos forces de défense et de sécurité sont actuellement engagées à anéantir les assaillants. Nous parlons d'attaques menées par Al-Qaïda à différents endroits du Mali, au point que, soudainement, certaines zones étaient entièrement contrôlées par Al-Qaïda. C'est évidemment un sujet très préoccupant. Depuis un certain temps, les États-Unis ont averti que ce pays pourrait s'effondrer et tomber, même si pour l'instant, ils ont encore des diplomates sur place, mais parfois ils les évacuent, soudainement, puis les renvoient. Voilà la situation. Maintenant, même la Russie a apparemment dû quitter certaines zones parce que, eh bien, tout simplement, ils ne pouvaient pas opérer dans certains endroits. Ils ont donc discuté avec les membres d'Al-Qaïda pour qu'ils laissent sortir les soldats russes, déjà dans une impasse. Mais bon, le Mali est sur le point de... Exactement. En fait, aujourd'hui, ces groupes d'Al-Qaïda ont ôté la vie au ministre de la Défense, imaginez du Mali. Il s'appelle Sadiq Amara. Cette attaque a été perpétrée par Al-Qaïda contre sa résidence en périphérie de Bamako. Cela a été rapporté aujourd'hui dimanche par une radio française appelée RFI. Ils disent que les affrontements entre rebelles et forces armées se poursuivent dans le pays. Ils ne se sont pas arrêtés depuis hier quand ils ont commencé ce flash spécial qu'ils ont montré. Au début, cela s'est produit hier soir, dans la nuit jusqu'à l'aube d'aujourd'hui. Autrement dit, ils n'arrivent toujours pas à arrêter cela. Ils n'arrivent toujours pas à l'arrêter et cela dure déjà depuis des mois. Donc, eh bien, la situation semble compliquée, mais évidemment, Mali n'est toujours pas tombé. Et cela, eh bien, c'est aussi important de le mentionner. Passons à d'autres sujets intéressants. Remarquez qu'il se passe quelque chose, que ces instants sont particuliers, non? Car cela rappelle le passé, d'autres époques. Les fantômes du passé? Les fantômes du passé. Rappelez-vous l'IRA, ce groupe terroriste irlandais.
Eh bien, il y a maintenant des soupçons d'une attaque à la voiture piégée devant le commissariat de police de Belfast, qui aurait apparemment été menée par ce groupe. Qu'est-ce qu'on sait? Quels sont les détails à ce sujet? Eh bien, il faut rappeler que ce groupe est un groupe paramilitaire du nord de l'Irlande. Et d'après ce qu'ont déclaré les agents de police, après l'explosion de cette voiture devant un commissariat en périphérie de Belfast, il existe toujours, disent-ils, l'intention et la capacité d'ôter la vie au sein de ce groupe paramilitaire en Irlande du Nord. Et les enquêteurs indiquent que la nouvelle IRA est impliquée et qu'ils traitent l'affaire comme une tentative d'ôter la vie à quelqu'un. Bobby Silverstone, qui est le sous-chef, le sous-commissaire du service de police d'Irlande du Nord, a déclaré que la voiture avait explosé devant le commissariat et qu'elle avait été détournée d'une manière similaire à l'attaque perpétrée en mars, car cela s'était déjà produit au commissariat de Lurgan. Donc, eh bien, c'est un fantôme du passé qui semblait avoir disparu, mais qui se nourrit à nouveau du chaos qui règne dans le monde. Je pense qu'il y a beaucoup de chaos et de groupes qui disent pouvoir tous les faire revivre. Eh bien, voilà le sujet. Nous allons rester attentifs à ce qui se passe là-bas et il est certain qu'ils n'ont pas encore résolu les problèmes du passé dans toute cette région. Aussi d'ailleurs, il y a déjà un sujet au Soudan qui reste en suspens. Le Soudan, un autre pays d'Afrique qui a également été secoué par la guerre civile qui dure déjà depuis quelques années, 4 ans déjà, 4 ans que la guerre civile perdure. Nous avons commencé à en parler ici lorsque ce groupe, qui était auparavant uni, s'est divisé et que, eh bien, ils ont commencé à s'attaquer les uns les autres, divisant ainsi le pays. 1 an après que les forces armées soudanaises, appelées SAF, aient repris la capitale, une grande partie de la ville est dévastée. On parle d'une ville fantôme. Il y a un exode. Les gens qui vivaient dans la capitale sont partis vivre dans d'autres régions du Soudan, en Afrique ou même hors du continent. Le fait est qu'on a vécu une situation terrible. C'est déjà, ou ça entre déjà, dans la 4e année de guerre, une année depuis qu'ils ont pris la capitale et que les forces officielles n'ont pas pu la reprendre. Alors, en plus, les forces de soutien rapide, celles qu'on appelle comme ça, ce groupe a opéré d'une manière qui n'est même plus brutale. C'est au-delà de la brutalité, c'est quelque chose d'exagéré. En plus, ils ont attaqué leur population et fait des choses qui laissent peau sans voix. Là, c'est vraiment ne plus avoir d'humanité, c'est une situation extrêmement grave ce qui se passe là-bas sur ce sujet. Et bon, ça fait 4 ans et ils sont loin de résoudre la situation. Exactement. Et il n'y a pas vraiment beaucoup d'inquiétude de la part des autres pays pour arrêter ce flux? Non. Non, non, pas du tout. Un autre sujet a aussi attiré l'attention. Donald Trump a également été interviewé dans l'émission 60 Minutes, non? Et là, il pose une question qui ne plaît pas à Donald Trump. Ceci est bien en relation avec les accusations portées par celui qui est entré armé à la conférence de presse. Vous voyez qu'il accuse Trump d'abus et de beaucoup d'autres choses encore. Alors, il qualifie la question de honteuse. Ils ont lu le manifeste, ce qui l'a beaucoup dérangé. Il a dit « Imaginez 60 Minutes ». Je crois n'avoir jamais vu quelqu'un exprimer ses sentiments ainsi. « Je savais que tu allais lire ça, parce que tu es une personne horrible », dit-il. Il dit « Pourquoi tu lis quelque chose de quelqu'un qui est fou ?» Et donc, ça l'a beaucoup dérangé, évidemment, comme le dit Pépé, parce qu'on la remet en question, qu'elle ne peut pas s'exprimer. Celui avec Adan, l'instigateur de cette attaque d'hier, qui est bien lui. Le gouvernement est rempli de personnes qui ont abusé de mineurs, etc. Et bon, il répète encore une fois qu'il n'a jamais abusé de personne. Eh bien, voilà le tiraillement médiatique qu'il y a, évidemment, sur ce sujet. Eh, Passons à d'autres sujets également intéressants. Abordons d'autres sujets intéressants. Je remercie d'abord la communauté qui nous suit en direct. Un grand merci à ceux qui ont déjà lu et à ceux qui ont partagé. Nous allons maintenant parler des actualités insolites, des nouvelles les plus intéressantes de la journée. Mais avant cela, nous avons aussi à parler de la façon dont va se dérouler la saison des ouragans. Nous avons déjà commenté la première mise à jour de ce sujet cette année.
Parlons maintenant d'une autre mise à jour sur l'évolution des ouragans en 2026. Déjà évoqué certains points, il faut rappeler les nombreuses mises à jour avant la saison des ouragans. Il y en a généralement 3, une de l'Université du Colorado, 2 ou 3 de la NOAA. Eh bien, ici, nous en parlons parfois. Nous parlons aussi de celle du Mexique, car elle est souvent très précise sur ce qui arrive et elle coïncide de toujours. Non, ce genre de choses coïncide toujours. Oui, c'est ça aussi. Eh bien, c'est important. Eh bien, nous allons rester attentifs pour voir si on dit que ma voix est un peu basse. Voyons voir. Dites-moi si vous m'entendez maintenant. Voyons voir. Bonjour. Voilà. Voyons si on m'entend mieux là. Bon, dites-moi. Regardez, passons à d'autres sujets également importants. Passons à d'autres choses. Remarquez qu'il continue d'y avoir des séismes dans cette région du Japon, au nord du Japon. Aujourd'hui, ils ont eu un séisme de magnitude 6,1, mais dans cette partie, à quelques kilomètres de cette zone, disons à environ 200 km de là, il y a eu un autre séisme. Celui-ci est à Sapporo et celui-là est déjà un peu plus au sud. D'après les rapports, il s'agit de ce séisme. Il serait d'une magnitude supérieure à 5, près de Miyako dans cette zone. Il y a aussi plusieurs répliques, ou possibles répliques, d'un séisme antérieur dans cette zone. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, mais cette fois-ci, un autre séisme s'est produit aujourd'hui, dont nous avons déjà parlé et qui, a attiré l'attention. Nous allons aussi rester attentifs à ce qui va se passer. Passons maintenant à la saison des ouragans. Alors, comment cela va-t-il se présenter ? Comment va se présenter la saison des ouragans cette année ? Eh bien, elle sera intense pour le Pacifique, pas aussi intense pour l'Atlantique, selon les prévisions pour cette année, surtout à cause du phénomène El Niño. Tout d'abord, il y a un phénomène assez puissant. Cela se dirige vers l'Alaska. C'est à surveiller. C'est une tempête qui va frapper fort, ce n'est pas un ouragan, mais elle a des forces similaires à celles d'un ouragan. Nous parlons de vents et de rafales qui dépassent les 100 km par heure et des vents soutenus proches de 80-90 km par heure. Regardez, là, il y a même des vents soutenus allant jusqu'à 100 km par heure. La situation est assez intense et, nous allons continuer à commenter l'évolution de cette situation. Comment as-tu trouvé la chaleur cette saison ? Une chaleur incroyable, pas seulement cette semaine, après presque 2 semaines de pluie continue, de pluie intense ici à Monterrey. Maintenant, on va avoir une semaine de grande chaleur, donc si vous vivez ici à Monterrey, vous savez déjà, emportez de l'eau, prenez quelque chose pour vous protéger du soleil, parce que ça va vraiment être intense, surtout mardi et mercredi. Eh bien, la saison des ouragans, d'après ce que dit le Centre de contrôle et de prévention, ou plutôt la NOAA, non, ce qu'il rapporte, c'est que, cette fois-ci, la saison commence le 15 mai, tandis que pour l'Atlantique et les Caraïbes, ce sera autour du 1er juin. D'après ce qu'il rapporte aussi, au sein même de la NOAA, on peut dire que cette saison aurait plus d'activité du côté du Pacifique. C'est ce qu'il rapporte, au sein d'eux. D'après cette analyse qu'ils font, ils assurent que, en ce moment même, la NOAA elle-même, avec le CDC, c'est pour ça que je mentionnais tout à l'heure le CDC. Ils avertissent que cet ouragan pourrait entraîner l'émission de des ordres d'évacuation et de mise à l'abri, dans laquelle ils demandent donc aux gens de prêter attention à cela et de les respecter lorsqu'elles sont obligatoires. Les recommandations aussi, tu vois, maintenant, c'est la NOAA et le CDC qui attirent mon attention. Selon
pidiendo reunir suministros suficientes para varios días. Ce qu'ils nous rapportent, je ne me souviens pas, du moins ces dernières années, que cela ait été fait de cette manière. Je trouve intéressant qu'ils envoient dans le rapport ensemble, alors qu'avant certains ou d'autres l'envoyaient séparément. Peut-être, je ne sais pas, ils se sont mieux organisés, peu importe, mais il est recommandé d'avoir un kit d'urgence côté Pacifique. Eau potable, aliments non périssables, lampe de poche, piles, médicaments, copie de documents. Selon ce qu'on dit, il pourrait y avoir cette fois-ci un certain nombre d'ouragans dans le Pacifique. En ce qui concerne l'activité, même si ce n'est pas forcément en intensité, et inversement dans l'Atlantique, on s'attend à ce qu'il y en ait moins, mais que l'intensité pourrait être plus élevée. Alors, face à cela, évidemment, il s'agit simplement de réfléchir. Si tu vis sur les côtes ou dans des zones à risque, pense comme si l'ouragan arrivait. Selon ce qu'il rapporte, comme s'il y en avait un, ou si on t'annonçait déjà qu'un ouragan arrive, tu aurais 1 mois pour te préparer. Je vais être prêt et je vais tout préparer. Au cas où je devrais vraiment évacuer, j'évacue. Si je dois rester à la maison, est-ce que je peux rester chez moi ? Penser à se préparer de cette manière, je crois que ce serait super important. Et pas seulement ça. Nous, en vérité, si tu as confiance en tes voisins et ta famille, comme pour parler de ce sujet, il y a des gens qui n'aiment même pas entendre parler de ça. Et bon, je ne vais pas non plus forcer qui que ce soit. Mais si tu as confiance en certains membres de ta famille, eh bien, cela aurait le plus de risques. Prépare-toi, n'est-ce pas ? Mettons-nous d'accord sur ce qu'il faut et organisons-nous. Du Pacifique. Ya no falta nada para... Selon la NOAA, on va déjà entrer dans la saison des ouragans, donc on ne sait pas comment ça va se passer. Au sein même de la NOAA, il y aurait de l'activité, c'est-à-dire parce qu'on est cette saison, et le Mexique et les États-Unis ont des ouragans. Ils ont le potentiel d'ouragan. Donc, eh bien, ça fait aussi partie de ce qui peut arriver. Surtout, je pense que le Mexique, dans tous les cas, eh bien, là-bas, vers Los Angeles et toute cette zone aussi. Selon donc la NOAA aurait plus, même si la partie la plus difficile est généralement vers la fin de l'été. Du Pacifique, selon ce qui est rapporté. Alors, eh bien, nous allons voir comment cela se comporte dans toute cette situation. À l'intérieur, eh bien, il y a encore plus d'activités, encore une autre en mai. Alors, nous en parlerons ici, c'est juste avant le début, puis quand ça commencera. Ils donnent, et là ils mettent non seulement les noms des deux côtés, et ils disent aussi qu'ils vont au Pacifique. De telles catégories, etc., etc. D'après leurs avertissements, eh bien, préparez-vous. Cela est évidemment important aujourd'hui. Estamos viviendo Entre les États-Unis et le Mexique, eh bien, c'est quelque chose d'intense que nous voyons ici, où il y a des zones au Nouveau-Mexique, par exemple, où c'est une salutation pour manger. Eh bien, à l'intérieur d'eux. Il pourrait y avoir des vents allant jusqu'à 100 km/h et des vents soutenus. Donc, il se peut que les rafales soient même plus fortes, du Pacifique. D'après ce qu'on voit arriver du côté de Chihuahua, du Nouveau-Mexique et du Texas, vers l'ouest, le nord-ouest du Texas, vers l'est de l'Arizona, vers le sud du Colorado, le sud de l'Utah. Alors soyez attentifs, car les vents sont très intenses et il y a évidemment des risques d'incendie. Donc, selon la NOAA, ils sont aussi beaucoup plus vastes, ils sont bien plus étendus qu'il n'y paraît, couvrant une grande partie de la région, du Pacifique. L'Arizona plutôt et tout le sud de la Californie, ou presque tout le sud-est de la Californie, sont en alerte pour risque potentiel d'incendie. Et il en va de même pour Chihuahua, Durango, tout ce qui est Sonora et principalement la basse Californie du Sud. Cela inclut même déjà Zacatecas, Aguascalientes et descend même jusqu'à l'ouest, disons, toute cette zone qu'on appelle la région du Pacifique. Le Pacifique, la côte du Pacifique, arrivant presque jusqu'à Acapulco, mais pas tout à fait, n'est-ce pas ? Mais la probabilité arrive jusque-là. D'après les rapports, ce qui est aussi curieux pour le Mexique, c'est que cela se trouve dans le sud-est. Ici, il y a une alerte, disons, une probabilité assez importante d'incendie. Donc là aussi. De la NOAA aurait plus d'activité du Pacifique. Allons rapidement plus au sud.
L'Amérique centrale, le Guatemala, le Honduras ont quelques possibilités, mais plus au sud, il n'y a plus de possibilité d'incendie de ce type forestier, sauf dans cette partie du sud du Brésil, où il y a généralement la probabilité de ce type d'incendie. D'ailleurs, également dans la partie nord du Chili et de l'Argentine, où il y a eu beaucoup de pluie et qui est habituellement une zone sèche, mais en allant plus au sud, le problème est plus léger, même s'il existe surtout pour cette partie du Pacifique. Selon les rapports, ceux qui vivent dans cette région de l'Argentine doivent être attentifs à cette possibilité d'incendie, surtout en pensant qu'il y a des zones naturelles très belles dans toute cette région. Super, alors passons aux actualités. Plusieurs sujets assez intéressants. Tout d'abord, un record. D'après ce qui est rapporté, il y aurait plus d'activités autour du record du marathon et du passage sous les 2 heures. Pacifique. D'après ce qui est également rapporté, eh bien, à l'intérieur, il y aurait le Pacifique. D'après ce qui était rapporté, il y en aurait plus. Il s'appelait Jacob Kikiplin, donc c'est à peu près 2 heures, 1 minute et 25 secondes du... Pour beaucoup, c'est impossible, mais quand je lui ai raconté l'histoire, il disait non. D'après ce qu'il rapporte, le Pacifique aurait plus d'activité. D'après ce qu'ils disent aussi, il y aurait de l'activité du côté du sommet du monde. À ce moment-là, Bien sûr, oui, ceci. Se hizo el récord. Concernant l'activité dans le Pacifique, selon l'intérieur, selon ce que dit également la NOAA Pacifique, selon il y aurait plus d'activité dans le Pacifique, de l'activité dans le Pacifique, activité du côté Pacifique, selon ce qui concerne l'activité du Pacifique, plus d'activité du côté Pacifique, selon ce qui est également rapporté, la NOAA parle d'activité du côté Pacifique. Selon ce que rapporte également la NOAA, il y aurait plus d'activité du côté du Pacifique. Selon la même chose, selon la NOAA, l'activité à l'intérieur aurait la même activité du côté Pacifique. Selon ce qui concerne, il y aurait de l'activité dans le Pacifique, donc à l'intérieur du Pacifique. Selon les rapports, dans la même NOAA, l'activité serait plus forte côté Pacifique, sinon il est difficile de suivre le rythme. bien sûr, Se conditionner mentalement, c'est se dire « je vais bien ou mal ». C'est compliqué, mais si tu le visualises, cela facilite l'établissement d'un record. Ils ont créé les conditions pour qu'il établisse le record, ce qu'il a fait. Ce record existait déjà, mais il n'était pas officiel. Il n'y avait aucun concurrent, seulement des gens pour l'aider. On lui donnait la bonne eau au bon moment, tout était parfait. C'est-à-dire, allons, c'est le record qui avait été battu, mais j'insiste, tout était pensé pour voir si c'était possible. Toutes les conditions étaient réunies pour un record. C'était à la fois une expérience et une publicité. Je ne me rappelle pas quelles chaussures c'était, Nike ou autre. Ils ont annoncé exactement, c'est-à-dire, ils ont fait la pub pour des chaussures, non? Mais le record a été établi dans une logique marketing. Mais là, il s'agit d'un vrai record et franchement, je n'y croyais pas car avec ces conditions, c'était déjà compliqué. Comment quelqu'un peut-il réussir cela à cette vitesse dans un vrai marathon? C'est hallucinant. Je me demande si un participant à des courses a déjà tenté d'atteindre la vitesse d'un Kényan. Mais bien sûr, aller au maximum, essayer de voir si je peux tenir la vitesse qu'ils maintiennent pendant 2 heures sur 42 km. Si vous aimez courir, essayez-le et tentez les 100 mètres. C'est incroyablement rapide. La seule différence, c'est qu'ils tiennent cette vitesse pendant 2 heures. C'est vrai que c'est à en halluciner. exactement. Et alors, qu'a dit ce gagnant? Il a déclaré « C'est un jour historique pour moi. Nous avons très bien commencé la course et à la fin, je me suis sentie très forte. » Mais lui, il a tout donné pendant 42 km, 195 mètres. Il ose vraiment, sincèrement, comment est-ce possible? C'est-à-dire que des records soient battus dans les moments les plus inattendus, pourquoi pas? Normalement, ce genre de record de marathon se fait pendant les mois froids, pas en ce moment. C'est pour ça que quand je l'ai vu, je me suis dit non, ça doit être une erreur. Cette nouvelle ne peut pas être vraie. Il fait sans doute plus frais à Londres en ce moment, non? Oui, mais c'est surtout lors des grands froids. Les records tombent souvent alors. Ceux derrière n'ont même pas de gants, je me faisais la réflexion. Ça m'a vraiment surpris. Un record comme ça, je dirais qu'il faudrait lui faire un test antidopage. Non, 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 mais non. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Mais c'est bizarre, franchement, c'est bizarre qu'un record soit battu à cette période de l'année. C'est comme le mème des Simpsons le dit, pas à cette période de l'année.
Ici, il est président des hamburgers au charbon. Ce n'est pas comme l'État. Salutations à toute la communauté, mais passons à la prochaine anecdote curieuse. Il y en a plusieurs et celle-ci est très jolie pour que vous voyez qu'il y a bien des histoires et des nouvelles positives. Évidemment, quand on parle d'actualité, il faut aussi parler des défis. Nous parlons rarement des choses agréables, bien qu'elles soient les plus nombreuses, mais plutôt de ce qui est difficile. Pourquoi ? Pour comprendre et améliorer cette planète, il faut observer. Il faut aussi voir les aspects négatifs, parce que sinon on ne va jamais améliorer les choses. Mais en réalité, c'est beaucoup plus positif et optimiste que ce que ça peut paraître ici parfois, parce que c'est normal, n'est-ce pas ? Eh bien, dans la communauté, il y a aussi beaucoup de gens qui voient tout de façon négative et tout ça. Eh bien, sachez que, même si je travaille dans l'actualité, je ne vois pas les choses de manière négative dans ce sens-là. Oui, il y a beaucoup de défis qui peuvent être résolus, qui sont en train d'être résolus. Ce qui attire mon attention, c'est que l'utilisation des technologies et des communications sert aussi à des choses très, très positives dont on parle rarement, mais qui se font tous les jours. Il y a eu une diffusion sur YouTube, une diffusion historique d'une influenceuse qui a récolté 60 millions d'euros pour des enfants polonais qui luttent contre le cancer. Évidemment, c'est incroyable. Précisément, cette campagne de collecte de fonds a été réalisée par une influenceuse qui s'appelle Patrick Garsowski. Cap Korski est une jeune femme qui a commencé avec une initiative modeste dans le but initial de réunir seulement 118 000 euros, mais cela a fini par atteindre 60 millions d'euros. Ce montant a été atteint en quelques heures, il l'avait déjà, mais elle a décidé de continuer et a ainsi attiré des millions de personnes. Il y avait de plus en plus de dons venant de toute la Pologne et évidemment de l'étranger aussi. Et au point culminant, on sait qu'il y avait 105, 350, 200 millions. Et finalement, la marque, c'était 250 millions de zlotys, la monnaie polonaise, ce qui équivaut à 60 millions. Et ensuite, cela a duré environ 21 heures. C'est la durée qu'a eu cette transmission. Impressionnant. Vraiment, c'est-à-dire 21 heures, mais il récolte quelque chose qui va changer la vie de beaucoup de petits, pour qu'ils puissent avoir une seconde chance dans ce domaine. J'espère que cela continuera à se faire, n'est-ce pas ? C'est un influenceur, tu sais. Un influenceur, oui, un influenceur. C'est que je crois aussi que j'ai dit l'influenceuse, mais non, c'est influenceur. C'est influenceur. Ça a duré 21 heures et 37 minutes, ceci, en référence à l'heure à laquelle le pape polonais Jean-Paul II est décédé en 2005. Bien sûr. Bon, voilà où on en est. Eh bien, c'est une partie de ce qui se passe dans le monde. D'ailleurs, il y a aussi une autre info assez curieuse que j'aimerais vous commenter. Ces deux infos très curieuses, n'est-ce pas ? D'abord, eh bien, le vol de plusieurs bouteilles de vin lors de cette fusillade qui a eu lieu hier au dîner des correspondants à Washington, à l'hôtel Hilton. Au final, il y a certains luxes, non ? Nous existons, mais il y a quand même des luxes sur les tables et de bonnes bouteilles, non ? Et pour ceux qui aiment boire, eh bien, il y a beaucoup de bouteilles. Toutes seules, qu'est-ce qu'on va faire de ces bouteilles ? Elles sont déjà payées ? Elles sont payées par les impôts. Les pauvres ? Des Américains. Pourquoi ne pas profiter de ces bouteilles ? Eh bien, évidemment, quelqu'un y a pensé et s'est dit « il faut faire ce mouvement, non ?» Qu'est-ce qui s'est passé là ? Comment ? Eh bien, si on arrive à capter ça, évidemment, tout cela est comme il y avait énormément de caméras. Ce qui m'étonne, c'est que la femme n'y ait pas pensé. Une femme a été filmée en prenant les bouteilles de vin sur les tables alors que l'endroit était déjà vide. Cela a suscité beaucoup de débats sur les réseaux sociaux pour savoir si elle aurait dû faire cela ou non, parce qu'au final, c'était une urgence de quitter les lieux. Ici, nous vous disons que le président a déclaré que tout le monde devait absolument sortir immédiatement. Elle a dit, d'accord, faites-le, gagnez votre argent. Très bien. Les bouteilles étaient faites pour être bues. Honnêtement, là-dessus, je ne la juge pas, tu vois, sincèrement, c'est classique. Tu vas à une fête et quand tout est fini, eh bien voilà. Il y a des fois où même le centre de table... Même le centre de table, il l'emporte. Je veux dire, c'est incroyable. Ici... Parce qu'on ne sait jamais, peut-être ? Oui, je ne connais pas vraiment les règles, honnêtement, sur ce sujet, mais bon, ça a fait le buzz comme tout ce sujet, n'importe quel détail. Que si celui de derrière sont restés, qui sait, que si celui dont il parlait, celui de Kennedy. Il a laissé sa femme de côté. Et donc le Secret Service a publié le protocole tel qu'il est, et s'il y a un protocole, c'est trop ce qu'il dit. Il raconte qu'ils enferment le politicien et tous les membres de la famille, les enfants, peu importe, ils nous laissent de côté et c'est tout.
Mais par exemple, Steve Miller, qui est vraiment super odieux, il a pris sa femme et l'a mise devant. C'est ce qu'ils font normalement, et ce qu'ils lui ont dit. Ils ont dit qu'il y en avait, enfin certains, évidemment il y a toujours des gens plus dangereux, qui avaient souhaité l'utiliser comme bouclier. C'est ce que je voulais te dire, tout ce qui touche à La protection. C'est ce que j'allais dire, sinon tout le monde critiquera, comme l'histoire de l'âne. S'il l'a attrapée et prise dans ses bras, il s'en est servi comme bouclier. S'il l'a laissée, je ne sais pas. Que la pauvre avait l'air complètement perdue. Oui. En fait, je pense qu'il était plus sûr de suivre les agents des services secrets parce qu'il te frayait un chemin dans le chaos. C'est-à-dire, il lui tire dessus. Il lui tire dessus, c'est ça. Oui, je pense qu'il y a moins de peur. Un autre aussi, une autre vidéo qui a beaucoup attiré l'attention, est celle d'un bestie, quelqu'un de l'industrie du divertissement. Il s'appelle Michael Glatz. Alors que tout le monde était en bas, en train de se mettre à l'abri, lui, il était assis, en train de manger. Il ne s'est même pas inquiété. Il a dit « Moi, je suis venu ici pour manger, je suis venu ici pour me détendre. » J'ai faim, oui, c'est vraiment fou. Chacun réagit d'une manière, très différente, non? Et il y avait des gens perdus d'ailleurs, il y avait des gens qui avaient vraiment l'air d'être complètement perdus. Il y a aussi une autre chose, une nouvelle curieuse, non? Oui, c'est l'histoire d'une très grande famille, 100 membres d'une famille chinoise qui ont décidé de tous vivre ensemble. Alors, comment fais-tu pour vivre à 100 personnes ensemble? Ils ont essentiellement construit un immeuble de 15 étages pour que toutes les générations puissent vivre ensemble au même endroit. Celui-ci se situe dans le village de Guangzhou, en Chine, où une famille a choisi d'affronter un problème fréquent. Les familles se séparent car elles vivent de plus en plus éloignées. Tu ne trouves pas de maison là où vivent ton père ou ta mère, etc. Et ils ont donc décidé de construire cet immeuble de 15 étages pour continuer à vivre ensemble et s'entraider quand c'est nécessaire. Le projet a commencé comme une solution pour que les personnes âgées puissent s'occuper des petits-enfants lorsque les parents, devaient en sortir travailler. C'est très courant maintenant en Chine que le père et la mère travaillent. Donc, les grands-parents s'occupent essentiellement des petits-enfants. C'est très similaire à ce qui se passe ici au Mexique aussi, n'est-ce pas? Ça arrive très souvent. Donc, voici la famille du patriarche. Il s'appelle Monsieur Xu et actuellement, ils continuent tous à vivre dans cet immeuble de 15 étages pour que la famille soit au complet. Comme vous pouvez le voir, c'est-à-dire comme vous, comme ça. C'est-à-dire en pensant, je ne sais pas si c'est bien, mais tu vas avoir là toutes les tantes, tous les cousins, tout le monde, dans le même immeuble. C'est ça la question. Dans quelle mesure est-ce que vous pensez qu'une chose pareille est possible? Est-ce que c'est viable ou pas? Enfin, c'est aussi ça, le beau côté des familles. Patriarche, il appelle cet immeuble avoir la famille. Famille patriarche, il l'appelle et actuellement, il continue. Cet immeuble, c'est la patriarche et actuellement, il continue d'y vivre. Immeuble, étage. Avoir beaucoup de femmes de la famille présentes en permanence. Ou peut-être pas, mais ça attire l'attention. Du patriarche, c'est lui qui attire l'attention. Les maisons traditionnelles d'Inde existent encore, souvent rafistolées, et c'est pareil au Mexique dans certaines régions. Parfois, le fils y vit et on y ajoute des éléments. Cet immeuble de 15 étages, ce sont bien 15 étages. Il a 2 sous-sols, il a un ascenseur, il compte 22 logements, il dispose d'un espace commun pour se retrouver, il a un espace de stockage, il y a une aire de jeu pour enfants. Chaque appartement fait environ 200 mètres carrés. Ce sont de grands appartements parce qu'ici à Monterrey, ils vendent des appartements de 100 mètres carrés et ils te les vendent comme si c'était du luxe. Et je ne parle même pas de ceux qui sont encore plus petits. C'est celle des vélos électriques, le rez-de-chaussée, qui est censé s'appeler le rez-de-chaussée. Et ils continuent à y vivre. Le centre commercial est mieux utilisé comme un espace récréatif pour les enfants et un endroit pour stocker de la nourriture. Et donc l'immeuble du patriarche, et actuellement, ils continuent à vivre dans cet immeuble. Actuellement, ils vivront dans un immeuble d'appartements pour famille. C'est celui du patriarche, il s'appelle ainsi, et actuellement, ils continuent à vivre dans l'immeuble d'appartements, c'est le patriarche. Actuellement, ils continuent à vivre dans cet immeuble.
Des appartements pour loger la famille. Aujourd'hui, la zone commune appartient à cette famille, c'est-à-dire qu'ils partagent certaines dépenses et ils ont certains espaces pour les réunions familiales. C'est le patriarche. Ça s'appelle et ils continuent à vivre dans l'immeuble pour garder la famille ensemble. C'est le côté négatif. Le côté négatif, eh bien, c'est quand tu t'ennuies, non? Ou quand tu as un problème familial ou qu'il y a quelqu'un dans la famille qui ne supporte pas la belle-fille typique ou le gendre. Et donc, Ils continuent à vivre dans l'immeuble, il y a l'appartement du patriarche, il faut vraiment savoir bien gérer cette partie de bien s'entendre et tout ça. Et actuellement, eh bien, la famille du patriarche continue, ça s'appelle, et actuellement, eh bien, ils continuent à vivre dans cet immeuble. Avoir une famille, c'est le patriarche, il s'appelle... Et actuellement, il continue. Ils ont invité dans un endroit comme ça, très étrange, tu te souviens. Comment ça s'appelle? Comme ici, tu peux vivre et tu vas dans celle-ci, mais c'est à toi, mais ce n'est pas à toi. Un truc très étrange, un peu comme une sorte de commune, mais ce n'est pas une commune. pour la famille du patriarche, elle s'appelle, et actuellement, Ils continuent à vivre dans cet immeuble. mais il ne sera pas à toi, et ce n'est pas une location. Mais si soudainement nous terminons une réunion, c'est au patriarche, il s'appelle et actuellement il continue à vivre. Immeuble, appartement, là. C'est la patriarche, il s'appelle. Actuellement, eh bien, il continue à vivre dans l'immeuble. C'est le patriarche, lui actuellement, dans cet immeuble pour la... Importante. C'est le patriarche, il s'appelle. Comment avez-vous trouvé le week-end? Et actuellement, la famille continue de vivre dans cet immeuble d'appartement. Por eso, Saludos a Gibran, patriarca. Il continue de vivre dans cet immeuble de Valdebarberos. La grand-mère. C'est la patriarche. Actuellement, ils vivent toujours dans un immeuble. Certaines familles sont très sympas, s'entendent bien et ont des limites saines, mais d'autres non, comme ici au Mexique où une belle-mère a ôté la vie à sa belle-fille. Elle est très extrême, mais il y a aussi des belles-mères peut-être très jalouses ou quelque chose comme ça, non? Il y a toujours cette touche. Il y a de tout, il y a de tout. Mais disons qu'une famille normale, plus ou moins, oui, aussi. Maintenant, je veux dire, oui, Imagine qu'un membre de ta famille est malade, tout le monde peut l'aider. etc. Bien sûr, bien sûr. À mon avis, c'est la partie la plus positive que je vois, aussi la partie des personnes âgées qui auront toujours quelqu'un. Là, quelqu'un à voir, avec qui parler, c'est-à-dire, cette partie-là me semble super précieuse. Que la sagesse de la famille se transmet aussi de génération en génération. Et parfois, tout comme la sagesse se transmet, les mauvaises habitudes aussi, non? Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire, tout n'est pas positif non plus. Évidemment, on ne va pas dire que tout l'est. Ce n'est pas un conte de fées, tu vois, ni rien, mais bon, ça fait partie du sujet, non? Moi, dans mon cas, je ne ferai pas quelque chose comme ça, c'est-à-dire, j'adore ma famille et tout, mais non, tous les jours, avec mes frères, c'est-à-dire peut-être que ce serait le plus proche, avec certains oncles, certains cousins, mais toute la famille au complet, non? Et puis avec le bavard que je suis, je n'aurai pas de vie, je passerai mon temps à parler. Car je sais que je passerai mon temps à parler. J'aime engager la conversation. Imagine, je serais là, genre, oui, non, tu vois. En fait, je pense que ça a beaucoup diminué. Mes discussions au café. Et ça parce que si je me mettais à discuter avec tous les amis que j'ai, je n'en finirais jamais. Non, je n'ai pas pu travailler. Mais j'ai connu des gens, par exemple des jumeaux, qui veulent toujours vivre l'un à côté de l'autre, enfin, comme si ce lien était très difficile à rompre pour certaines personnes. Nous avons vécu presque 2 ans, comme voisins avec mon frère et son super copain. En fait, ce n'est pas comme si on se voyait tous les jours, rien de tout ça. Quand on avait l'occasion, on se disait « Et quoi de neuf? Qu'est-ce que tu fais ce week-end ?» Non, tu étais occupé, ok. Et le week-end suivant, là oui. On faisait des trucs, c'est tout. S'il y avait quelque chose de bizarre, fais attention, qu'est-ce qui se passe?
Enfin, mais oui, c'est tout à fait possible de vivre avec ses proches. Je pense que c'est très probable. Et aussi, par exemple, moi, je n'aurais aucun problème à avoir une entreprise avec mes frères ou quoi que ce soit. Enfin, vraiment, ça ne me poserait aucun souci. Mais avec une famille très nombreuse, ce serait très difficile, c'est-à-dire vivre autant de temps ensemble, tout ça, à moins d'être à la retraite ou quelque chose comme ça, là peut-être que ce serait possible, non? Mais bon, il dit, si je la donnais, bah, c'est familial, super, c'est génial, tu vois comment ça me va, plus ou moins, non? Bon, salut Doslamante, il dit que c'est intéressant. Dans le cas de ma famille, nous ne vivons pas dans la même ville, nous sommes dispersés au Mexique et aux États-Unis, donc ce ne serait pas possible. C'est pareil pour l'autre. Ici, il est courant qu'un membre de la famille soit à Veracruz, un autre à Chiapas, d'autres aux États-Unis. Tu as... Je veux dire, ce n'est peut-être pas comme ça dans d'autres parties du monde. C'est très courant que tu vives dans une région et que toute ta famille je vive là aussi. Ici, c'est vraiment courant. Au contraire, nous sommes répartis partout. Il est fréquent que certains étudient, d'autres vivent ailleurs. C'est notre façon d'être. Pantérita dit, ma sœur Berinch ne me parle pas et celui qui est arrivé inconscient à l'hôpital me parle maintenant. Salutations. Panterita. Saluez aussi Heidi et transmettez-lui mes meilleures nouvelles. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne journée. Gibran dit, plus il y a d'union, plus il y a d'harmonie. Salut Gibran, un grand bonjour. Salutations, quelle chance d'avoir une famille unie. Salutations à Léonard, qui dit que la sienne est complètement à côté de la plaque et désunie, avec des coutumes différentes. Salutations, Léonard. D'accord. Salutations Léonard, comment vas-tu? Raoul Sachs veut une maison simple, sans caméra cachée, avec un grand salon, une grande cuisine, 3 salles de bain, une salle de cinéma, un bureau avec bibliothèque et ordinateur, un jardin et une place pour 3 voitures, rien de plus. Terrain, tennis, piscine. Ah, Piscine, oui, c'est normal, non? Je pense que c'est normal ce que tout le monde veut normalement. Que sí, que todo el mundo quiere, pues sí, puede ser. Danny dit bonjour, salutations. C'est une bonne idée d'être ensemble mais toujours, à condition que chacun ait ses propres bons moments. On peut être ensemble, mais pas mélangés. Ici, chacun a son appart. Ce n'est pas comme si tout le monde vivait ensemble dans une seule pièce, non? oui, mais quand même, tu vois. Je veux dire, c'est le même immeuble, mais oui, je comprends ça. Enfin, moi, une fois, j'ai assisté à un événement où, dans une sorte de domaine, une même famille vivait, mais il y avait 5 maisons, des maisons ou des maisonnettes, peu importe, mais elles étaient séparées, tu vois. Alors, je me suis dit, ah ben, je trouve le concept intéressant, mais je me suis aussi dit, bon, j'ai pensé à ça, et s'ils veulent vendre, je me suis dit que ça n'allait pas être simple. Comme ça se complique. Là, ça se complique car ils ne voudront pas. Non, c'est ça le problème. Il dit, mets ma famille dans un village, dans un immeuble. Ah, les 2 familles géantes. Grande famille, grande famille. L'autre jour, je regardais une vidéo qu'Astrid m'a envoyée d'un monsieur d'environ 80... Non, 70 et quelques, tu vois. Lequel c'est? Celui qui était comme ça. 76. Le monsieur a 76 ans. Par ici, champion. Bien sauté, tout ça. Champion de culturisme à son âge, c'est-à-dire il a été champion à son âge dans une catégorie même plus basse, c'est-à-dire des soixantaines, mais lui il a donc presque 80 ans et il a gagné chez les soixantaines. Mais le plus fou dans l'histoire de ce monsieur, c'est que, eh bien, il dit qu'il a, quoi, 19 enfants, un truc comme ça. Oui, 19 enfants et que son père et sa mère en ont eu 28. 26. Frères et sœurs, soit 26 enfants. Oui, frères et sœurs, Imagine la famille gigante. Il y a des gens qui sont comme ça. car cet homme a 19 enfants avec 3 époux différents, évidemment. Imaginez une seule. Ce pauvre, tu l'épuises. Oui, dit Leonardo Pepe, et même si je devais faire une prédiction, oui, quand le conflit entre l'Iran et les États-Unis se terminera-t-il avant la Coupe du monde de football ou après? Non, après. Qu'en pensez-vous? Merci. Je pense qu'après, enfin, ou bien, il faudrait définir ce que signifie terminer le conflit. De mon point de vue, le terminer, ce serait que le régime ne soit plus là. Si le régime subsiste, pour moi, le conflit continue. Pourquoi? Pourquoi je le dis? Le conflit va continuer, donc non, il n'y en a pas. Ce sont 2 trains qui veulent avancer, chacun de leur côté. Alors, eh bien, je vois que le conflit va continuer jusqu'à ce que, eh bien, le régime tombe ou que l'autre côté tombe, ce qui, je dis, serait encore pire, n'est-ce pas? Parce qu'au final, cela voudrait dire que tout l'Occident est tombé, en gros, non? Ce serait donc un sujet qui ne concernerait pas seulement l'Europe et les États-Unis, mais aussi l'Amérique latine et, eh bien, cela impliquerait que ce serait une guerre, en fait, mondiale, ce que nous ne voulons pas voir arriver, n'est-ce pas? Évidemment, je pense, n'est-ce pas, que c'est ce que... Donc je ne vois pas le conflit terminé, mais plutôt en pause. Peut-être bien. Si tu dis « Ah, c'est un cessez-le-feu prolongé »,
Quelque chose comme ça. Eh bien, oui, ça peut arriver à cause de la Coupe du Monde, du pétrole et de toute cette histoire. Peut-être que oui, ce serait possible, non? Quoi d'autre? Ici, Yadira Gonzalez dit qu'elle est en train de vanter son mari. Elle dit « Mon mari courait 21 km 5 jours par semaine, c'est beaucoup. » Quoi d'autre? Des minutes par kilomètre, mais il a eu un problème au genou à cause de ce volume. Si c'est tous les jours, c'est la même quantité, je trouve que c'est très dur pour le genou. Tu ne lui laisses pas le temps de se reposer. C'est pour ça il y a toujours des jours avec moins de kilomètres et d'autres avec plus. C'est-à-dire, il faisait un 10 km? Tous les jours, pendant les 5 jours de la semaine. Oui, exactement. C'est un problème avec ce type d'entraînement. C'est-à-dire que lorsque tu t'entraînes trop souvent, tu ne laisses pas le temps à ton corps de récupérer. Je veux dire parce que, eh bien, on faisait beaucoup d'entraînements avec des intervalles justement pour éviter de se blesser. Et en vérité, eh bien non, on ne s'est jamais blessé. Jamais. Mon record aurait été celui d'Imagen, je pense. Celui de la course Imagen. Oui, c'était en dessous de l'heure pour le 10 km, non. 50 et quelques minutes. Mais bon, ici, il me semble que, enfin, l'estimation, c'est 5 minutes par kilomètre. Donc, oui, environ 50, peut-être 50 minutes, un 10 km possiblement. Oui, moi je l'ai fait en 56-57 par là. C'était mon record. Et ça a été mon record jusqu'à présent, d'après ce que je sais. Ce n'est pas non plus un record impossible à battre. Je veux dire, c'est assez facile à faire, non? Si tu t'entraînes, mais sans te blesser, non. Tu y vas avec ces intervalles. L'autre jour, j'ai vu quelque chose, je vais voir si je peux vous le montrer. En fait, quand je vois une vidéo qui, je pense, peut aider des amis ou des connaissances, je l'enregistre et je l'enregistre. Du coup, j'ai un dossier avec des vidéos sur la santé parce que j'ai beaucoup d'amis qui ont des problèmes de genoux. Et là, j'ai vu une docteure ou quelque chose comme ça qui commentait, qui expliquait toutes les études scientifiques les plus récentes sur le sujet des genoux. Il disait que beaucoup de choses relèvent du mythe pour te pousser à te faire opérer ou à subir des interventions, alors que de nombreux problèmes se règlent au niveau musculaire. C'est-à-dire, elle disait que si on travaille certains muscles, les problèmes de genoux diminuent ou disparaissent. Et elle le justifiait d'une manière très intéressante. Elle montrait les études, elle montrait toutes les données pour que chacun puisse vérifier. N'est-ce pas? Et elle a fait une très bonne vidéo. Je le retrouve et vous le partage ici pour que vous le vérifiez et donniez votre avis. Je veux aussi l'examiner davantage. Mais elle parle. Comment s'appellent ces muscles, cette partie? Ceux-ci sont les... Je ne me souviens plus. Désolé. Bon, la partie. Triceps. Non, les triceps sont les quadriceps. Quadriceps. Oui, les triceps sont les quadriceps. Oui, les quadriceps, c'est-à-dire la partie, disons, de La jambe. la partie haute de la jambe, pour ainsi dire, non? Donc si tu as une bonne masse musculaire, là, et évidemment, si tu ne te surentraînes pas, n'est-ce pas? Aussi, tu peux courir et faire ce que tu veux toute ta vie, il faut juste bien faire attention à la partie musculaire et à la récupération, parce que ça, c'est vraiment difficile. Parce que nous avons aussi beaucoup d'amis coureurs, dont beaucoup aiment courir quotidiennement une certaine distance. Non, voilà, il faut faire preuve de jugement, tu vois. Mais bon, le problème avec ça, c'est que ça va te blesser. Si ça ne va pas te blesser, alors il faut se reposer. Raoul dit, c'est-à-dire, je courais 5 jours par semaine, 10 km, c'est ce que je faisais. Oui, quand j'étais dans l'équipe d'aviron de Xochimilco. D'accord. Je suis arrivée à la 2e place au niveau national, je garde ma médaille. Très bien. Excellent, Raoul, excellent. Eh bien, excellent sport en plus. Oui, c'est génial. On y allait souvent avec Santiago, c'était près de leur lieu d'entraînement. Celui de l'équipe nationale? Ici, dans l'équipe nationale, nous sommes les premiers. Celui-ci, et il est vraiment super, il est vraiment super. Oui, la sélection d'aviron du Nuevo León a vraiment bien réussi. C'est l'une des meilleures, non? Ouais, et c'est toujours génial de voir Lechuga aux Jeux Olympiques. Et bon, dans celle-ci, comment ça s'appelle? Dans l'aviron, c'est cool, parce que tu travailles. Tout. N'est-ce pas? Enfin, en gros. Oui. Salut à Ben, comment ça va Ben? À Ofi, quoi de neuf Ben? Salut à vous. Salut. À Francisco Arce, aussi d'ici Tapatia, comment vas-tu Tapatia? Salut. Tapatia. Comment ça va? Comment vas-tu Tapatia? On salue aussi. Eh bien Rolio, on vous salue aussi. Quoi de neuf? Il nous manque Leonardo, on le salue aussi. Il dit « c'est l'enfant », comme si le père répétait des phrases pour l'hystérie. L'esprit est comme un parachute. Il ne sert que s'il s'ouvre. La science devrait arrêter d'analyser l'intelligence animale et commencer à étudier la stupidité humaine, que nous continuions à vouloir les mêmes choses encore et encore. Encore et encore. Oui, salutations.
ou aucune idée de qui je suis qui dit « il a été dit, si je meurs, que ce soit avec l'estomac plein de salutations, aucune idée ». Salut, comment tu vas? Bonsoir, salut Isa et Bara. Il dit « celui qui a continué à manger le dessert, vous l'avez vu? Oui, on en a parlé là-bas, c'était la salade, il n'était pas encore au dessert. » Salutation A, c'est qu'il a dit « je vais faire un salut ». Oui, j'y vais et je vais saluer. Juan Carlos Sanchez, belle soirée à tous. Papa, salutations de Mexico. J'adore votre émission que je regarde chaque jour. J'ai déjà mis un like. Salutations, Juan Carlos. Bonjour Juan Carlos, comment vas-tu? Bonsoir. Salutations aussi à, dit Raoul Sachs, l'aviron est le meilleur sport pratique. J'adorerais en avoir une, mais la Concept 2, elle est juste hors de prix, Raoul Sachs. Mais dans ma tête, je me dis qu'un jour, on l'aura. Un jour, Un jour, elle est géniale. On en a eu une, mais un peu trop légère. elle était trop légère. Non, vraiment non, elle était trop douce. Même en la mettant au maximum, ça ne changeait rien. Il lui manquait quelque chose, mais c'était sympa. Le programme permettait de poser ta tablette ou ton téléphone et proposer un parcours, notamment dans les îles Fidji. Y así en diferentes lugares, en Hawái, Fue cuando la pandemia, ¿no? C'était un peu plus tard, au Costa Rica. Donc, c'était vraiment sympa parce que parfois, tu te sentais, enfin, selon moi, je me sentais en train de faire le parcours là-bas, entre les îles Fidji. Même avec plus de résistance, je ne trouvais pas ça très difficile. Par contre, avec la Concept, c'est vraiment compliqué. Mais oui, très bruyante. Salutations à Elisa Sophie, à nous. Salutations à Fabio Latinagero, il dit bonsoir. Salutations depuis l'État de Mexico. Salut Fabio. Bonsoir, salut. Comment tu vas? Dit Pantelila. Ma famille ressemble parfois à la famille Peralvillo. C'est quoi la famille Peralvillo? Non, c'est plutôt la famille Peluche. Enfin, Pantelila. Ou non, salut aussi à Christian Reyes. Comment tu vas, Christian? Et Léonard dit, vous pourriez saluer ma mère, Lucia de Mendoza. Eh bien, plein de salutations à ta maman. Salut, comment tu vas? Mais vraiment, vraiment bien pour le dire à ta maman. Salut, oui Lucia, c'est bien ça. Lucia? Salut, Luciano, n'est-ce pas? Luciano? Non, non, Lucia, pour moi, c'est Lucia. Oui, Lucia, t'as raison. Je me trompe en le disant. Salutations aussi à José. Comment vas-tu, José? Quel José? Salutations. Béatrice Alvarez. Nous avons aussi José Manuel Ironman. Salutations. À Ignis. Comment vas-tu? Salutations. Et aussi à José Manuel Roman. Et il dit aussi salutations à Béatrice. Le son lui dit nous saluons aussi. Il est aussi ici, il est là. Ignis dit musique d'horreur. Tu trouves que ça sonne effrayant? Salutations aussi à Panterita et Metaya, nous la saluons. Il est aussi là, Naibo, faisant son travail comme toujours. Et salutations à Mario Falcon, X salutations. Je suis Mario Falcon, je vous embrasse. Salutations, comment vas-tu? Oui. Ibran, on appelait mon oncle Papa Schtroumpf parce que j'ai aussi des cousins qui travaillent près de nous. Quelque chose s'est assis sur toi, regarde, juste là. C'est-à-dire, ils travaillent, ouais papa, il est super. Qu'est-ce qu'ils avaient? Ou qu'est-ce qu'ils faisaient? Ou c'était comment? Comment ça se passait là-bas? Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre par là? On salue aussi, il dit, ça on l'a déjà lu, les phrases. Et il y a aussi Juan Carlos qui dit « Bonsoir les enfants ». Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, salutations à tous. Je ne sais pas si c'est un médicament, ce n'est pas pour nous. Il y a dire salutations aussi à Yoanni. Salutations. Très bonne salutation à José aussi. Un autre José et José. Salutations, je ne vois que des personnages que je ne connais pas. Ce n'est pas juste, je ne les connais pas. Rappelez-vous les pancholines et les salchichitas, non? D'où sortez-vous tout ça? Todos Todos los personajes donde salen. On l'a laissé en suspens hier à cause de la situation qui s'est produite là-bas à la Maison-Blanche, à Washington. Donc nous n'avons pas pu faire la section cinéma. Non, ça aussi, eh bien, ça aurait été génial. Mais finalement, ce sujet n'a pas pu se faire. Dit Tapatia. Tous ceux qui dansent, tous ceux d'entre nous qui dansons, nous nous blessons les genoux. Qui sait faire du folklore? Car c'est la raison pour laquelle j'en ai fait. Je ne connais aucun danseur sans problème. Les genoux, on opère le ménisque et ce n'était pas pour payer le médecin, c'était juste à cause de douleurs horribles, dit le cas Tapatia. Salutations à Gibran, vous revenez? Je recommande celle de Contrôle mental, c'est un sacré film. Ayer Pepe fue a ver una película. Donc avec mon plus jeune fils, celui de Mario, oui, nous sommes allés voir Mario 2 en espagnol. Parce que, tu vois, le doublage est super et vraiment bien, c'est-à-dire que c'est très drôle. Si tu aimes Mario, si tu as vu le premier, alors tu vas encore plus apprécier. Tu sais, c'est ce genre d'humour. À part Mario, je veux dire, Mario Bros.
Il fête ses 40 ans, donc il rend aussi hommage aux personnages et aux éléments, depuis le Mario le plus ancien jusqu'au plus récent. Non, donc c'est bien, c'est marrant. En plus, Mario était un personnage secondaire qui apparaissait avec ce Kong. Non, Oui, il a commencé comme ça, mais bon, il l'a fait et sa carrière, disons, non. C'est-à-dire, il y a ce... Et eh bien, comment ça s'appelle? Eh bien, à l'intérieur du film. C'est de la série, c'est ce que c'est. Ce qui m'attire le plus l'attention, ce n'est pas seulement le thème de l'hommage. Et ça, mais aussi cette idée qu'il te prépare pour les jeux qui suivent. C'est l'impression que j'ai, non? Donc je pense qu'ils ont aussi un gros sujet de marketing pour les prochains jeux. Je suppose que maintenant, avec ce Mario et Fox, celui du petit renard, celui-ci et moi, enfin, c'est ce que j'imagine. C'est-à-dire que ce n'est pas pour rien qu'ils apparaissent, parce qu'il y a des personnages qui apparaissent, peut-être qu'ils apparaîtraient dans... En fait, là-bas, tu vois tout ce personnel, mais en fait, c'est depuis toujours. En fait, parfois, tu te demandes même d'où ça vient, que ce soit de Minecraft ou de là-bas. Et si tu mélanges tous les types de combats. Mais dans le cas de Mario, ça m'a interpellé qu'ils utilisent ce Fox. je ne sais pas. Vous vous souvenez d'un personnage que je jouais? C'est celui du vaisseau. Ils ont un vaisseau similaire à celui de Vaquero Vivo, similaire à ce gars-là. Faites attention. Ça ne se ressemble pas trop, c'est juste une fois. Dit Francisco Marisa. Vers 30 ans, tu souffres aussi beaucoup des genoux et encore plus des pieds. Me metí Los los pies muy también, mal, así. también. Salutations, Francisco. Avec le balai, on se détruit les orteils et salut aussi à la bolsa, dit-il. Quand on joue aux billes, on souffre aussi du genou, c'est certain. En fait, je connais beaucoup d'enfants, comme de Diaz, qui ont déjà subi une opération du genou. Le film, on me dit que c'est un film d'horreur et qu'il parle de la mortalité. Le film me dit que c'est de l'horreur et maintenant, de quoi parles-tu, Gibran? Quel film est-ce et de quoi parle-t-il concernant la mortalité? O tú dices la que Pues, recomendaste. como Qu'est-ce que c'est? Et au sujet de la mortalité? C'est... Mais celle-ci est vraiment notre recommandation pour la maison. Et on vient enfin de commencer celle-ci. Et il y a Hijack, oui, Hijack, avec Idris Elba. La série n'est pas très longue, 2 saisons. Ce sont 2 saisons, là. La deuxième est plus courte. Je crois que oui, la première saison compte 8 épisodes, ou 7, 8. Bon, c'est intéressant. Il y a de bons rebondissements. Enfin, Il y a 2, 3 choses que j'enlèverais, ou 2, 3 personnages que j'enlèverais. J'ai l'impression qu'ils les ont rendus détestables, trop. Salutations à Gibran, il dit « Eh bien, comme disent les jeunes, ils ne la connaissaient pas. Merci mon ami pour tes salutations, Gibran, il dit. Vous recommandez des films à regarder lors des soirées d'horreur, dit-il. Voyons. d'accord, salutations. Ven, comment tu vas? Au fait, Quoi de neuf? La dernière du Temple des Os est très bien. Ce n'est pas vraiment de l'horreur, mais quand même. oui, c'est un genre d'horreur, disons, mais oui, enfin, ça existe. Exactement. Eh bien oui, toutes. Toutes, bien sûr, dit-il. Les démons en étaient fiers. Oui, en fait, il y a 7 groupes. Ceux qui ont aimé le premier ont sûrement aimé celui-là aussi. Nous ne l'avons pas vue, celle de l'envoûtement Last Street. Non, j'en ai vu une seule, juste de celle-là. De l'envoûtement. Oui, juste une. Non, deux, d'accord? Ah, sí, sí. Salut, à bientôt, Apex. Apex, ils l'ont beaucoup promu. Non, ce n'était pas celle d'à côté. Charlize Theron, oui, je suis. Celle de Charlize Theron, ils l'ont énormément promu. Apex. Oui, celui-ci, Charlize Theron était montée sur un panneau publicitaire là-bas aux États-Unis. Elle a fait un show, celui-ci. Ah oui, bien sûr, son jeu vidéo, c'est un jeu vidéo. Oui. Oui, c'est ça, elle vient d'arriver sur Netflix. D'accord, ah, regarde, la voilà, d'accord. Ça me rappelle un jeu ou quelque chose comme ça de ce jeu, parce que je connais ce jeu. Pues, si tienes unos hijos que hablan más de videojuegos. Dice Leonardo. J'aime les films qui se déroulent à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Je ne sais pas pourquoi, c'est génial. Elles sont géniales. J'aime celle-là, j'aime aussi l'autre, mais ce dont je ne suis pas très fan, ce sont les choses médiévales. Il me faut vraiment quelque chose d'exceptionnel pour m'attirer, car les trucs médiévaux ne m'intéressent pas du tout. Mais ton film médiéval préféré? Eh bien, ah oui, Braveheart, c'est ça, oui, parce qu'il est vraiment excellent, mais si vous regardez bien, Braveheart,
Ceux qui l'ont vu savent qu'il y a peu de scènes avec des châteaux ou ce genre de choses. C'est plutôt dans les forêts. Non, et ça c'est génial. Ce que je n'aime pas, c'est justement tout ce qui concerne les châteaux et ce genre de choses. Je ne sais pas si c'est vraiment génial, comme on l'a montré. Regarde, Son père lui dit non, c'est une blague. J'avais mal à la tête d'entendre toujours la même mélodie. On dit mélodie, mélodie. Dans la tête, à force d'entendre toujours la même mélodie, mélodie, ça me faisait mal, tu comprends? Salut Manuel Leiva, comment vas-tu Manuel? Et vive le Mexique, Claudia et Lopez. Salut Manuel, salutations aussi à Ben qui dit que Behind Enemy Lines 1 et 2 sont excellents. Il dit OK. ok, il va la regarder, salutations. Il dit Asphyx. Asphyx ou Apex? De laquelle parles-tu, Raoul? Manuel Leiva dit les infos. Déjà, nous avons déjà fait les infos, Manuel. Regarde, il y a un petit message pour quand les... Qui arrive, qu'ils aillent au début de la vidéo pour vérifier le rapport, là-bas. Merci beaucoup, salutations. MT dit j'ai vu un journal de la Seconde Guerre mondiale, ouf, j'ai adoré, j'étais complètement accro jusqu'à ce que je le termine, vraiment très bon sur Prime, journal de la Seconde Guerre mondiale. Ok, salutations, salutations, dit-elle. La légende d'Orine, vous l'avez vue? Non. Non, la légende d'Orine, non, non. Dorine, Dorine. Oui, oui, elle dit non, merci, salutations, Séba, dit-elle. Je vous recommande Alchimie des âmes. Alchimie des âmes, d'accord, d'accord, d'accord. Ça m'est apparu sur YouTube et c'est sympa, dit Gibran. Alchimie des âmes. Non, l'autre, ah d'accord, d'accord, dit-il. C'est que tu as souffert dans la vie, dans les médias, et il dit, tu n'aimes pas, il dit, salutations, Tapatia, dit-il. Elle se déforme, et à propos du ballet, les pieds aussi. Oui, parce que tu danses sur la pointe, salutations, dit-il. Derrière les lignes ennemies, c'est une histoire vraie, dit Ben Abraham. D'accord, et il dit papa, non, c'est une blague, je viens acheter des bougies, il n'y avait plus de lumière. Non, pas de bougies, salutations, salutations aussi à dit San Francisco. Voyons, bon les gars. Voyons, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre par là? Allez, il dit parce que voyons s'ils l'entendent, j'ai couru 5, voyons si on l'a lu, salutations. Quelqu'un ici a-t-il déjà couru un marathon ou un 10 km? Non? Alors je demande à la communauté, à ceux qui arrivent, partent ou sont présents, écoutez. À ceux qui regardent en différé, je vous demande, donnez-nous un coup de main en mettant un like. C'est très important bien, de savoir si ça vous plaît ou non. Si ça ne vous plaît pas, mettez un dislike, mais au moins, c'est pour savoir si vous aimez ou pas. Si une section vous plaît plus, nous en tenons compte. Une section sur les scientifiques devait sortir ce week-end, mais cela n'a pas été possible à cause des événements d'hier. Et voilà, ça c'est compliqué pour l'avoir prêt aujourd'hui. Donc, nous allons rester attentifs à ce sujet. Et bon, quoi d'autre? Quoi d'autre? Je recommande L'Art de Zahara. Elle est coréenne, mais ce n'est pas une histoire d'amour. C'est un très bon thriller. C'est court, c'est une série, d'accord? L'Art de Zahara. L'Art de Zahara, c'est où? C'est où? Christina. Salutations, Magico Luna. Salut, Magico. Dice ¿Qué onda? Jauris. Salutations après l'attaque foudroyante. Trauma, Iran. Une maladie pourrait-elle apparaître dans les yeux? Le traitement? Non, il n'y a aucun lien, sauf si tu parles de la maladie des yeux évoquée cette semaine, mais c'est différent, cela n'a rien à voir. Bonjour, salutations. De l'attaque de l'Iran? Il est peut-être très lent, car pour l'instant il n'y en a pas. Il n'y a pas d'accord en ce sens, ni de signe que cela va se résoudre bientôt. Donc penser que le joyau est terminé, ce n'est pas le cas, mais il reste encore un moment aussi, je veux dire, il faudra être attentif à cela. Celle-là, c'est de Netflix. Salut. Bonsoir. Una la de Vivo, ¿sí? Salut. La version animée, parce que nous avions déjà vu la version live action, et honnêtement, ça ne l'a pas fait. Salut à tous, mais celle-ci est vraiment pas mal. Oui, elle est très bonne. La musique aussi. Salut à tous. Je veux dire, à ceux qui aiment, jetez-y un œil. C'est intéressant. De toute façon, chacun ses goûts, non? Mais c'est bien, c'est intéressant. Oui, pareil, si vous pouvez nous recommander une série ou un film cette semaine, on verra si on peut le regarder. Je vous en serai reconnaissant. Ceux qui viennent d'arriver aussi, ou ceux qui nous regardent en différé, laissez-nous aussi un commentaire pour qu'on puisse y prêter attention. Et bon, on va commencer à se dire au revoir. Salut les gars, n'oubliez pas que nous sommes sur WhatsApp et aussi sur Telegram. En plus, nous sommes sur Facebook. Salut à tous, merci beaucoup. Passez une excellente soirée. On continue à pratiquer demain. À bientôt.
Salut à tous. Gracias por Salut à tous. Esto es Pepe. Salut à tous. La verdad es intensa. Lo insólito es real. Salut à tous, Magico. Salut à tous, Magico. Castri tirando la neta. Periodismo crudo, aquí se respeta. Activa la alerta, no pierdas la pista. Hasta la próxima. ¡Sí, señor! Pasamos lista. Suscríbete. Abonne-toi. Pepe en direct. En direct.